Alors, bonjour. Alors, Dr Othman, aujourd'hui, c'est le cours sur les orthomyxoviridés. Bon, donc, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît. Alors, faites-moi signe, s'il vous plaît. Ah oui. Alors, bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Alors, faites-moi signe. Merci. Alors, le cours d'aujourd'hui va porter sur les orthomyxoviridés. Et quand on parle d'orthomyxoviridés, on parle des virus, puisqu'on a plusieurs, de la grippe. Alors, bien qu'actuellement, on est confronté à la pandémie du coronavirus, du SARS-CoV-2. On fera ça lors de la prochaine séance, Inch'Allah. Alors, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, pourquoi? Parce que les virus de la grippe, bien qu'appartenant à une famille différente, ayant des caractéristiques, on va le voir, différentes par rapport au coronavirus, donc sont des virus qui partagent une chose, c'est le risque d'avoir une pandémie. D'ailleurs, la dernière pandémie qui a été enregistrée par l'OMS, elle date de 2009, donc c'est pas très loin. Bien que ça a suscité un peu de polémique, s'agit-il vraiment d'une pandémie ou d'une épidémie qui était limitée? D'accord. De toutes les façons, on sait que les virus de la grippe, et particulièrement les virus de type A, d'accord, sont des virus, bien sûr, qui peuvent être responsables de pandémies. Alors, bien sûr, donc on fera un petit récapitulatif avant de commencer. Donc, je répète, donc les virus de la grippe, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, on va voir, il y en a les types A, B, C. Ce sont surtout les virus de type A, d'accord, exceptionnellement les virus de type B, d'accord, qui sont responsables d'épidémies annuelles. Les épidémies annuelles de grippe sont obligatoires, d'accord, d'où la nécessité de se faire vacciner pour les gens, pour les populations à risque et les gens qui veulent se faire vacciner, donc la vaccination n'étant pas obligatoire, d'accord. Alors, les épidémies annuelles concernent les virus de type A, éventuellement les virus de type B, alors que les pandémies jusqu'à présent ne concernent, on va voir, sous l'effet de mutation, on va voir la variabilité génétique des virus de la grippe, d'accord, concernent uniquement les virus de type A. Donc, je vous rappelle rapidement, d'accord. Alors, la grippe, d'accord, quand on parle de virus grippaux ou de virus influenza, d'accord, on parle de virus appartenant à la famille des orthomyxoviridés. On va voir la famille des orthomyxoviridés, c'est une famille qui regroupe des virus qui sont enveloppés, d'accord, avec un ARN, on va le voir, segmenté, de polarité négative segmentée, avec une capside de structure tubulaire ou hélicoïdale. Donc ça, c'est le latin, d'accord, de grippe, de Griffen, saisir, d'accord. Là, on parle d'une infection, d'accord, qui sévit pendant le froid,
chose qui n'est pas vraiment fausse. Pourquoi? Parce que la période des épidémies des virus de la grippe, d'accord, c'est la fin de l'automne et l'hiver. Donc, bien sûr, généralement, heureusement d'ailleurs, donc la grippe revêt un caractère bénin. Donc, en général, c'est une maladie bénigne, sauf que chez les sujets fragilisés, d'accord, c'est une infection, d'accord, qui peut être vraiment sévère. À côté de là, on va voir la variabilité génétique des virus grippaux. C'est le problème, d'accord, du franchissement de la barrière d'espèces. On le dira quand on parlera des origines des virus grippaux, que la majorité des virus de la grippe sont des virus d'origine animale. Et les virus qui sont spécifiquement humains, on va voir, appartiennent à des sous-types particuliers. Les autres, dans la nature, étant majoritairement des virus animaux, et notamment des virus, entre autres, aviaires. Aviaires, pourquoi? Parce qu'on est en contact, d'accord, avec les poules, voire des virus porcins. Alors nous, en Algérie, on n'a pas ce problème. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un élevage de porc. Mais attention, sous d'autres cieux, d'accord, on peut avoir une transmission, on va voir, pas de virus complet, mais de segments, d'accord, de virus qui peuvent s'adapter au virus grippal de l'homme, d'accord, et avoir une double, voire une triple origine humaine, aviaire, porcine, etc. Ce qui s'est passé, on va le voir, lors de la pandémie de 2009, avec ce qu'on appelle le nouveau variant du sous-type H1N1. Donc un peu de virologie, bien sûr, donc famille des orthomyxoviridae, d'accord, le genre influenza virus, avec trois types, on va voir, trois types qu'on caractérise d'après la structure donc, de la protéine la plus conservée, notamment la nucléoprotéine. On va voir le type A, le plus important, le type B, qui reste mineur, mais attention, parfois il peut être responsable d'épidémies annuelles qui peuvent être sévères. Heureusement qu'en général, elles sont localisées d'un point de vue géographique. Et pour l'instant, les virus de type C ne jouent pas un rôle jusqu'à présent et ils sont à l'étude. Donc, ils ne jouent pas un rôle jusqu'à présent dans les épidémies annuelles, voire les pandémies par les virus de la grippe. D'ailleurs, c'est pour cette raison que jusqu'à présent, les virus de type C ne font pas partie des formes vaccinales. On va voir que dans le vaccin, on va avoir des souches de type A et une souche de type B obligatoire. Donc le type A, le type majoritaire, donc principalement, d'accord, ce sont des virus animaux, d'accord. Mais quand on parle de virus animaux, là, à ce moment-là, moi je parle du nombre de virus grippaux qui existent dans la nature. Donc en fait, les virus qui sont adaptés à l'homme, on va le voir, sont principalement de trois sous-types, d'accord, le H1N1, le H2N2, le H3N2. Bon, on peut dire le H1N1, nouveau variant, mais on est toujours dans le sous-type H1N1, d'accord. Les d'autres virus étant des virus, d'accord, exclusivement animaux, mais attention, on va le voir, d'accord, ces dernières années, depuis le début des années 2000, d'accord, on a eu des épidémies parfois mortelles de virus purement aviaires, donc à 100% aviaires, qui pouvaient se transmettre à l'homme et donner des épidémies graves, et on a eu même des décès, on va le voir. Donc, quand on prend, je répète, tous les virus grippaux dans la nature, d'accord, les virus grippaux sont essentiellement, d'accord, des virus d'origine animale. D'ailleurs, on dit que les souches d'origine humaine sont à l'origine des souches d'origine animale, notamment porcine, d'accord, qui se sont au fil des siècles, d'accord, voire des milliers d'années, d'accord, se sont adaptés et transmis et adaptés à l'homme. Donc, type A, épidémie et pandémie, d'accord. Type B, justement, ce sont des virus jusqu'à présent uniquement caractérisés chez l'homme, d'accord. Là, il n'y a pas d'origine animale, d'accord, qui jusqu'à présent concernent des épidémies, bon, annuelles, d'accord, qui restent vraiment minoritaires d'un point de vue fréquence et d'un point de vue distribution géographique. Et pas uniquement, mais essentiellement les enfants pour l'instant. Donc, type C, ça a été caractérisé même chez l'homme, mais pour l'instant, d'accord, l'allure épidémique n'a pas été caractérisée. Alors, on le disait, donc virus enveloppé, d'accord, de forme sphérique, pas de très gros virus, d'accord. ARN simple brun, deux polarités négatives,
et segmenté. Donc, vous allez le voir par opposition à d'autres familles de virus, notamment les paramyxoviridés par exemple, qui sont des virus ARN simple brin de polarité négative, d'accord, mais qui ne sont pas des virus segmentés. Et on va le voir, donc les virus de la grippe, d'accord, le génome des virus de la grippe se compose de 7, on va voir, en fonction du type A, B, d'accord, se compose de 7 à 8 segments. Chaque segment, on va le voir, va coder une protéine virale qui va avoir un rôle structural, voire un rôle enzymatique, métabolique, etc. Donc, capside asymétrie hélicoïdale ou tubulaire, d'accord, avec, on va voir, bien sûr, des protéines d'enveloppe, notamment l'hémagglutine et la neuraminidase, on va voir, qui sont des déterminants antigéniques de surface de nature glycoprotéique, d'accord, on va voir, qui détermine le sous-type viral. Donc, quand on parle de sous-type de virus grippaux, c'est par rapport à l'hémagglutine et la neuraminidase, qui sont des protéines de surface, des antigènes de surface. Donc, on va voir la protéine M2, qui est présente uniquement chez le type A, d'accord. On va voir la nucléoprotéine, qui fait partie, bien sûr, de la nucléocapside, d'accord. Elle est conservée entre les types et elle est utilisée, bien sûr, pour la détermination du type viral, A, B ou C. Donc l'enveloppe virale, donc, à côté des protéines de l'hémagglutine à neuraminidase, d'accord, on va avoir d'autres protéines qui sont intégrées, notamment bien sûr la protéine M2 dont on a parlé, d'accord, pour le type A, d'accord, ou appelée CM2 pour les types B et C respectivement, d'accord, et qui jouent la même fonction, on va voir, on va dire un mot, lors de la réplication du virus grippal. Donc bien sûr la capside est tubulaire à symétrie hélicoïdale. Alors, on avait dit que le génome était un génome segmenté, donc ARN, simple brin, monocaténaire de polarité négative et segmentée. Et à ce moment-là, on va déterminer 8 segments pour les types A et B et 7 segments pour les virus de type C. D'accord. Donc, si on va compter le nombre de segments, on va voir que on va avoir l'hémagglutine, la neuraminidase, les protéines du complexe, la nucléoprotéine bien sûr, les protéines du complexe de transcription-réplication, PB2, PB1, PA, etc. Donc la protéine M2. Et quand on va, d'accord, compter tout ça, d'accord, on va trouver 8 segments, d'accord, pour le virus de type A, d'accord, et 7 segments pour le virus de type B. Et c'est pourquoi 7? Parce que les virus de type B, d'accord, ne renferment pas la protéine M2. D'accord. Alors, donc l'hémagglutinine, bien sûr, et la neuraminidase, donc l'hémagglutinine, qui est une protéine, d'accord, qui sert à l'attachement aux récepteurs cellulaires, principalement l'acide sialique. D'accord. Et c'est là que va se jouer la différence, d'accord, entre les virus d'origine humaine et les autres virus. Alors, pourquoi? Parce que la structure de l'hémagglutinine, d'accord, elle est spécifique par rapport à la structure du récepteur. Et en fonction de la nature et de l'origine, humaine ou animale, bien sûr, et en fonction en plus des animaux, d'accord, vous allez avoir une différence de structure au niveau de l'hémagglutinine qui va s'adapter, d'accord, par rapport à la structure du récepteur correspondant au niveau de l'espèce en cause. Donc l'hémagglutinine qui a un rôle fusogène, d'accord, donc elle va aider la fusion entre l'enveloppe virale et l'enveloppe, d'accord, de la cellule pour favoriser la pénétration du virus, d'accord. Bien sûr, on va voir un rôle dans le diagnostic, d'accord, et la détermination du sous-type, etc. Et bien sûr, lors de la vaccination, c'est la principale protéine qui va induire les anticorps neutralisants et protecteurs. D'accord. Pour la neuraminidase, l'induction de l'immunité, elle est bien moins importante. En fait, si on veut récapituler, d'accord, l'hémagglutinine est la principale protéine qui induit les anticorps récepteurs. Alors, la neuraminidase par rapport à l'hémagglutinine, qui est une protéine fusogène, d'accord, elle joue un rôle dans la libération des virions nouvellement formés. Et on va voir dans la partie traitement que le traitement
Donc, quand il y a indication de traiter, parce qu'en général, il n'y a pas indication à traiter l'infection à virus grippal, donc quand il y a indication à traiter, on va utiliser des inhibiteurs de la neuraminidase. Pourquoi? Pour essayer de stopper, d'accord, la transmission des virus entre cellules, donc à la fin du cycle de réplication. Donc, les virus, d'accord, qui devaient rester attachés pour se disséminer aux cellules avoisinantes, d'accord, on va essayer de couper le lien. Et à ce moment-là, lors d'un effort de toux ou d'éternuement, on va éliminer ces particules virales. Donc là, vous avez une représentation schématique des virus de la grippe, d'accord? Principalement donc les magglutinines, vous avez la neuraminidase, la protéine M1, la protéine N2, le canal d'accord, ionique, d'accord, avec ARN. Bon, les autres protéines n'apparaissent pas, mais qui sont reliées à l'ARN. Vous allez avoir dans la ribonucléocapside, donc à côté de l'ARN, vous allez avoir bien sûr la nucléoprotéine et les protéines PB1, PB2 et PA, d'accord? C'est ce qu'on appelle le complexe réplication-transcription. Alors, nomenclature des virus grippaux. D'accord? Donc, lors de la nomenclature de virus grippaux, on va voir qu'on caractérise, d'accord, les virus de la grippe, d'accord? Donc, on caractérise les virus de la grippe, d'accord, d'après le type A, B ou C, d'accord, d'après le lieu de découverte, leur origine, la première description, par exemple, lors de la pandémie de 2009, c'était en Californie, d'accord? Bon, là, vous avez le numéro d'isola, bon, ça, c'est un numéro qui concerne l'OMS, d'accord? Vous allez avoir l'année de découverte, de caractérisation, d'accord? Et vous allez avoir le sous-type, voire aussi le variant. Donc, je vais simplifier. Pourquoi? Parce que la nomenclature des variants, ce sont des chiffres, etc. Mais ça suffit, d'accord? À ce moment-là, on va voir le sous-type. Les sous-types, d'accord, on va les caractériser par rapport à l'hémagglutinine et à la neuraminidase. Et quand on prend tous les virus de la grippe qui se trouvent dans la nature, on va avoir 16 types d'hémagglutinine, de H1, H5, et 9, il y en a qui disent aussi 10, il y en a même qui disent N10, d'accord, mais communément, il y en a 9, d'accord, qui font le consensus, donc la neuraminidase de N1 à N9. Et à ce moment-là, on va avoir différentes combinaisons, d'accord, en fonction de la nature de l'hémagglutinine et de la neuraminidase. Alors, quand on prend, d'accord, les virus strictement humains, donc qui sont uniquement adaptés à l'homme, alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le H1N1, d'accord, le H2N2, donc c'est pas mentionné, H1N1, le H2N2 et le H3N2. D'accord, donc H1N1, H2N2 et H3N2. D'accord, bon, là vous avez le type B. Hein. Là, alors, la nomenclature des virus grippaux en fonction de l'hémagglutine et la neuraminidase, d'accord, concerne uniquement les virus de type A. Alors, pour les virus de type B, d'accord, on les caractérise par rapport surtout à l'origine géographique. D'accord, soit au nom du scientifique qui les a découverts. D'accord, on dira type B Victoria, etc. D'accord, on ne caractérise pas jusqu'à présent les virus de la grippe de type B par l'hémagglutinine et la neuraminidase. D'accord. Alors, ça, on le verra tout à l'heure. Alors, cas sporadique. Alors, ici, le H5N1, le H7N7, le H9N2, et on a d'autres, mais ce sont les principaux. Ça, ce sont des virus d'origine aviaire, d'accord, qui viennent des oiseaux et qui se sont adaptés à l'homme et qui ont donné des épidémies parfois mortelles. D'accord. Donc, en fait, ces virus H7N7, H5N1, H9N2 ne sont pas des virus d'origine humaine, mais ce sont des virus, comme on dit, qui ont réussi à franchir la barrière d'espèce. Ça veut dire qu'ils ont réussi à se transmettre efficacement à l'homme. Ça veut dire à causer une infection qui peut être sévère. Donc H5N1, c'était le premier. Ensuite, il y a eu le H7N7 et ensuite, il y a eu le H9N2. Donc il y en a d'autres, mais ce sont les principaux virus d'origine aviaire qui se sont adaptés à l'homme et qui ont donné des infections sévères. Alors, bien sûr, les virus grippaux infectent, d'accord, de nombreuses espèces animales. Donc les oiseaux, pourquoi les oiseaux trois croix? Pourquoi? Parce qu'on le disait, d'accord, ils sont en contact étroit dans les élevages, d'accord, de volailles, poules, dindons, etc. et qu'ils ont réussi à se transmettre efficacement à l'homme. Vous avez également les mammifères, surtout les porcs, c'est la même chose. Vous avez un contact étroit dans les pays qui font de l'élevage porcin. Il faudrait savoir que les virus grippaux existent aussi chez d'autres mammifères et même, d'accord, que ce soit les chevaux ou d'autres, d'accord, même marins, baleines, phoques, etc.
Alors, pour la réplication au niveau du laboratoire, d'accord, principalement deux types de systèmes, d'accord, d'isolement de virus de la grippe. Alors, on a d'une part les lignées cellulaires et ce qu'on appelle les lignées cellulaires continues de reins de singe. Alors, MDCK, c'est pour Madin, Darby, ce sont des scientifiques, Canine Kidney. Alors, Canine Kidney, ça veut dire rein de chien, Madin, Darby, ce sont des scientifiques. Donc, ce sont des cellules épithéliales continues de reins de chien. Alors, à côté de là, on peut faire un isolement efficace. D'ailleurs, ça, c'est le premier système d'isolement et qui est toujours d'actualité, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'œuf de poule embryonné. Donc, ce sont les œufs de poule comme les œufs qu'on consomme à un stade de développement, en général, après 11 jours après la ponte, d'accord? Qu'on va transmettre au laboratoire, d'accord? Et qu'on va inoculer de façon stérile. Au niveau de la membrane amniotique ou allantoïque, bon, bref, il y a une technique au niveau des laboratoires de virologie, c'est pas la peine de compliquer. Mais en tout cas, c'est le système de choix pour l'isolement des virus grippaux-aviaires. Alors, pour la lignée continue, on peut isoler les deux, mais quand on a affaire à des virus d'origine aviaire, d'accord, le rendement sur œufs de poule embryonnés est nettement meilleur que par rapport aux lignées continues d'origine canine, les MDCK. Ça, c'est la première des remarques. Alors, deuxième remarque, c'est que jusqu'à présent, tous les vaccins antigrippaux disponibles, que ce soit des vaccins vivants atténués, que ce soit des vaccins antigéniques, d'accord, sont produits sur œufs de poule embryonnés. Donc, jusqu'à présent, les lignées continues MDCK ne sont pas utilisées pour la production de vaccins antigrippaux. Donc, la production de vaccins antigrippaux jusqu'à présent se fait uniquement sur œufs de poule embryonnés. D'ailleurs, la contre-indication majeure d'une vaccination antigrippale, c'est une allergie aux protéines de l'œuf. Donc, c'est la première question que les médecins dans les centres de vaccination posent aux patients avant la vaccination. Est-ce que vous avez une allergie aux protéines de l'œuf? D'accord? Pourquoi? Parce que tous les vaccins, quel que soit le fabricant, quelle que soit la provenance ou l'origine, le pays, sont produits jusqu'à présent sur œufs de poule embryonnés. Pourquoi? Parce que ça donne les meilleurs rendements en termes de quantité par rapport aux lignées continues NDCK. Donc, le rendement d'isolement sur œufs de poule embryonnés est meilleur. Et bien sûr, dans la vaccination, le but, c'est d'obtenir une grande quantité de protéines antigéniques, d'accord, bon, de vaccins, voire de protéines antigéniques d'origine virale. Donc, éventuellement, d'accord, la vaccination, elle repose sur le rôle antigénique de l'hémagglutinine et la neuraminidase. Bon, il y a d'autres lignées cellulaires qui peuvent bien sûr isoler le virus grippal, mais elles sont permissives, mais leur rôle est mineur. Pourquoi? Parce que le rendement n'est pas aussi intéressant. Donc, si on résume un petit peu, pour faire le diagnostic, l'isolement virologique des virus de la grippe, c'est soit l'œuf de poule embryonné, soit la lignée continue de reine de chien MDCK. Alors, bien sûr, le cycle réplicatif, c'est un cycle commun, bien sûr, d'un point de vue étape à tous les virus. Bon, on va commencer par l'absorption, d'accord, c'est l'hémagglutinine, et qui a aussi une activité physogène, d'accord. Bien sûr, pénétration par endocyteuse. Ensuite, on va avoir une formation d'endosome et abaissement de pH à l'intérieur, d'accord. Migration des ribonucléoprotéines vers le noyau, d'accord. Transcription et réplication. Ok, donc formation des nouveaux génomes et des nouvelles protéines antivirales, d'accord, encapsidation, formation de l'enveloppe et sortie, d'accord. Ce qui est intéressant, d'accord, c'est la libération des virions qui se fait sous l'action de la neuraminidase, d'accord. Le virus reste attaché, donc, et ensuite, c'est la neuraminidase qui a libéré les virions néoformés pour aller, d'accord, infecter d'autres cellules avoisinantes. Bon, on va avancer un petit peu, donc à la fin, on laissera les questions à la fin. D'accord? Donc, on laissera les questions à la fin. Alors, bien sûr, les virus de la grippe sont des virus, bien sûr, essentiellement des virus respiratoires. Donc, ce sont des virus qui vont se transmettre par les sécrétions émanant des voies respiratoires et notamment des voies respiratoires supérieures. Donc, la voie aérienne directe lors de la toux, de la parole ou de l'éternuement. Et bien sûr, il y a une possibilité, d'accord, qui est prouvée de transmission manuportée. D'accord? C'est pour ça que les mesures d'hygiène de base élémentaires, d'accord, même en ce qui concerne les virus à transmission respiratoire par voie aérienne, notamment les virus de la grippe et d'autres, comme pour le coronavirus, d'accord, c'est bien sûr l'hygiène des mains, d'accord, par les savons, d'accord, les antiseptiques, soit
par le gel hydroalcoolique lorsqu'on se trouve à l'extérieur. Alors ça, c'est très, très intéressant. D'accord? Pourquoi? Parce que parmi tous les virus, parce qu'il y a un nombre assez important de virus qui peuvent être responsables d'infections respiratoires, bon, à la fois hautes ou basses. Alors, parmi tous ces virus, jusqu'à présent, les virus de la grippe sont des virus très particuliers. Pourquoi sont des virus très particuliers? Parce que l'infection grippale, elle évolue obligatoirement sous l'une des deux formes. Donc, obligatoirement sous forme d'épidémie annuelle. Donc, les épidémies annuelles, d'accord, ce sont les infections grippales qui surviennent chaque année. Donc, chaque année, on va avoir obligatoirement des épidémies annuelles. Pourquoi on va avoir des épidémies annuelles? Pourquoi? Parce que, on va le voir, les virus de la grippe, notamment les virus de type A, sont doués d'une variabilité génétique naturelle. Cette variabilité, on va le voir, génétique naturelle. Alors souvent, d'accord, obligatoirement, chaque année, elle est mineure. Et quand elle est mineure, on va avoir des épidémies annuelles. D'accord? Lorsqu'elle est majeure, d'accord, là, on va avoir un nouveau type viral. Et à ce moment-là, d'accord, on va avoir une immunité absente et on va avoir à ce moment-là des pandémies. Jusqu'à présent, on ne peut pas prédire, d'accord, le délai de survenue de pandémie. On sait que les épidémies sont obligatoirement annuelles. C'est pour cela que la vaccination, elle est annuelle. Donc, chaque année, on est obligé de se faire vacciner. Pourquoi? On va le voir, parce que la formulation du vaccin, elle change chaque année, parce qu'il y a, d'accord, des mutations au niveau des virus. Maintenant, pour les pandémies, on va voir l'historique, d'accord, 3 voire 4 pandémies. Pourquoi? Parce que la quatrième, elle est controversée, mais on peut la considérer comme pandémie. D'accord? Mais on ne sait pas, on ne peut pas prédire, on ne peut pas dire que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, etc. Alors, les épidémies peuvent être, bien sûr, le fait de circulation exclusive d'un sous-type viral. Par exemple, on peut avoir une épidémie annuelle uniquement cette année pour H1N1. D'accord? Comme on peut avoir H1N2, H2N2, pardon, ou H3N2. Donc, on peut avoir un, voire deux virus, d'accord, qui circulent. Première remarque, on peut avoir également, d'accord, une épidémie qui est due à un ou deux virus de type A et avoir des cas, d'accord, de virus de type B. D'accord? Donc ça n'a rien à voir parce que ce sont deux virus qui sont différents. Alors les pandémies pour l'instant sont le fait exclusif de virus de type A. Jusqu'à présent, on ne peut pas prédire la fréquence de leur avènement. Alors pourquoi épidémie, pandémie, etc. Pourquoi? Parce que de façon naturelle, les virus de la grippe ont la particularité, d'accord, d'avoir une variabilité génétique. Et cette variabilité génétique, elle est de plusieurs types, principalement de types, et on va voir aussi la recombinaison. Alors principalement, on va avoir, d'accord, les modifications génétiques mineures, ce qu'on appelle en anglais le drift ou le glissement antigénique. Ce sont des mutations ponctuelles, donc changement une, voire deux, trois bases maximum, d'accord, du génome viral, d'accord. Donc on va avoir une mutation naturelle, c'est une sélection naturelle, d'accord, comme ça. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des erreurs de réplication sous la pression de sélection, etc. Donc, ce n'est pas dû à un traitement antiviral, donc c'est naturel. D'accord? Et à ce moment-là, on ne va pas avoir un nouveau sous-type H ou N. Par exemple, on est avec un H1N1, on va avoir aussi un autre H1N1, mais on va avoir ce qu'on appelle un variant. D'accord? Ok? Donc, vous avez le type A, le sous-type H1N1 ou H2N2 ou H3N2, d'accord? Et vous allez avoir le variant. Le variant, le sous-type ne va pas changer. Les H et les N ne changent pas. Mais on va avoir des modifications mineures. Mais ces modifications mineures, d'accord, sont suffisantes pour avoir une immunité, d'accord, qui est vraiment très partielle. Et comme on n'est pas bien immunisé, on va faire des épidémies. C'est pour ça que chaque année, on doit faire une nouvelle formulation du vaccin. Donc à ce moment-là, les mutations ponctuelles sont responsables d'épidémies annuelles saisonnières qui sont obligatoires et qui sont à l'origine de la modification du vaccin. On va voir comment ça se passe, cette modification du vaccin. Alors, à côté de ça, on peut avoir des pandémies. On ne sait pas quand, on ne peut pas prédire leur fréquence pour l'instant, mais on sait qu'il y a eu des pandémies. D'accord? Et les pandémies sont dues à l'apparition d'un nouveau sous-type, HN. D'accord? HN. Donc, on va voir un H, je sais pas, un N4, etc. On le verra. D'accord? Bien sûr, on ne peut pas avoir de vaccin tant que la nouvelle souche n'a pas été isolée. Ça, c'est évident. Pourquoi? Parce que là, on va avoir une modification de larges segments de gènes. En général, ça se fait par échange entre sous-types de type A, ce qu'on appelle les shifts ou les cassures antigéniques. Donc à ce moment-là, c'est très très important. Donc si on revoit un petit peu l'historique, d'accord, des pandémies grippales, la première apparition,
d'accord, c'est ce qu'on appelle la grippe espagnole. La grippe espagnole H1N1, d'accord, qui a été caractérisée en 1918, donc juste à la fin, au moment de la fin de la Première Guerre mondiale, d'accord. Et les estimations des scientifiques, d'accord, disent qu'entre 20 et 45 millions ont perdu la vie, d'accord, euh, euh, à cause du virus H1N1. C'était la première fois, d'accord, que la population humaine entrait en contact étroit, d'accord, en tout cas prouvé, avec les virus de la grippe, d'accord. Donc c'était un H1N1 entre 20 et 45 millions donc, de morts. Alors ensuite, il y a eu la grippe asiatique de 1957, et là, il y a eu la caractérisation des nouveaux sous-types viraux, le H2N2. Ensuite, la grippe de Hong Kong, avec la caractérisation du H3N2 en 68, le H3N2 qui est principalement dû à un glissement antigénique du H2N2. D'accord. Et c'est pour ça que dans la formulation de vaccin, on ne met pas de H2N2. D'accord. On met le H1N1, un virus H1N1, c'est le H1N1 nouveau variant de 2009, d'accord, avec un H3N2, d'accord, bien sûr avec des reformulations, c'est pas le même de 68, bien sûr avec toutes les modifications génétiques qu'il y a eu, d'accord. Et ensuite, il y a eu bien sûr en 2009 ce qu'on appelle la grippe mexicaine, d'accord. Pourquoi? Parce que ça a démarré d'un élevage de porcs au Mexique, etc. Mais alors, s'il vous plaît, on laissera les questions pour plus tard. Alors, donc grippe de Hong Kong, donc H3N2 68, et la grippe mexicaine, c'est le H1N1 nouveau variant de 2009. Alors là, ça a été une controverse jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que l'OMS a déclaré ça comme pandémie, d'accord, qui a été limitée dans le temps. Donc ça a duré quelques semaines, d'accord. Ça n'a pas donné beaucoup de décès, d'accord. Et c'est ainsi qu'on a pensé qu'au départ, qu'il s'agissait d'une nouvelle pandémie qui allait faire des millions de cas, voire des centaines de milliers, voire des millions de décès. Ça n'a pas été le cas et ça a fait l'objet de controverses entre les scientifiques, même si l'OMS, d'accord, a dit qu'il s'agissait d'une pandémie. De toutes les façons, d'accord, depuis le temps, d'accord, depuis euh, début 2010, d'accord, toutes les formulations vaccinales, d'accord, comportent un H1N1 nouveau variant, petit v pour nouveau variant. Alors pourquoi? Bon, là, vous avez un petit peu l'évolution, d'accord, ok. Alors pour vous dire que, d'accord, là, vous avez ce qu'on appelle les réassortiments génétiques. D'accord. Réassortiment génétique, c'est quoi? Ce sont des recombinaisons génétiques. D'accord. Ça veut dire quoi? Ce sont des échanges. On va avoir un segment génétique, d'accord, qui va être complètement, c'est pas une mutation, complètement remplacé par un autre segment qui va prendre sa place. D'accord. Et à côté des échanges génétiques qui étaient dus à l'apparition de nouvelles souches pandémiques, ça veut dire quoi? Échange entre souches humaines, ou là principalement une souche humaine avec une seule souche d'origine animale, on peut avoir des réassortiments, ça veut dire des échanges qui sont plus larges. Et à ce moment-là, on va avoir de larges segments qui peuvent être d'origine animale, qui vont s'intégrer, d'accord, se coller, d'accord, s'intégrer dans le génome du virus, des virus de la grippe humain, H1N1, H2N2, H3N2, pour donner une nouvelle combinaison virale qui peut être à l'origine, d'accord, des nouveaux variants, d'accord, ou là des nouveaux sous-types, d'accord, avec de larges échanges génétiques. C'est ce qu'on appelle un réassortiment génétique. À ce moment-là, on peut avoir plusieurs combinaisons, soit des combinaisons doubles, par exemple le virus porcin humain, virus aviaire humain, et même, par exemple, dans le cas de la pandémie 2009, la grippe mexicaine, le H1N1 nouveau variant, on a eu un triple réassortiment. À ce moment-là, on a eu des segments de virus aviaire, des segments d'origine porcine, avec majoritairement, bien sûr, une souche, le génome d'une souche H1N1. D'accord. Donc, aviaire, porcin et humain, ça a été la pandémie de 2009. Alors, les virus de la grippe d'origine aviaire, donc heureusement que la majorité des virus de la grippe dans la nature ne sont pas responsables d'infections humaines, mais ces dernières années, en raison d'un contact étroit avec certains types animaux et particulièrement d'accord les élevages aviaires, dindes, poules, voire canards, etc. On a eu certains virus,
d'accord, qui ont pu s'adapter à l'homme et donner des infections sévères. Et si on prend ça en termes de chronologie, on a eu en premier lieu le H5N1, d'accord. Ensuite, il y a eu, d'accord, le H7N7, d'accord, et le H9N2. Alors, pour résumer un petit peu, ces virus sont entièrement, complètement des virus d'origine animale. Il n'y a pas de segment humain ici. D'accord? Ce n'est pas l'histoire de réassortiment. Un virus H1N1 ou H3N2 ou H2N2, d'accord? Avec une partie d'un segment d'origine aviaire ou porcine. Là, on parle de virus aviaires, d'accord, qui sont à 100% aviaires et qui, auparavant, était incapable de provoquer une infection grippale chez l'homme. C'est-à-dire que le virus se transmet tel quel. Ici, il n'y a pas de recombinaison ou de réassortiment génétique. C'est le virus en complet, d'accord, qui s'est adapté à l'homme et qui est devenu infection chez l'homme. D'accord. Alors, pourquoi il est très important de parler de surveillance épidémiologique de la grippe? Alors, bien sûr, pourquoi? Parce que il y a, bien sûr, la survenue d'épidémies annuelles, voire la crainte d'avoir une pandémie. D'accord. Ça, c'est la première des choses. Et à côté de ça, d'accord, ça, on l'a dit tout au début, bon, c'est vrai qu'en général, les infections grippales sont des infections bénignes, mais attention, d'accord, chez les sujets qui présentent certaines comorbidités, notamment les infections respiratoires, cardiaques sévères, les immunodéprimés, etc., les infections grippales peuvent être fatales. Et chez cette population, la vaccination elle est obligatoire. C'est vrai qu'elle n'est pas obligatoire par la loi, mais d'un point de vue santé, c'est une vaccination qui est obligatoire, d'accord, parce qu'on peut avoir une morbidité, voire une mortalité importante chez ces populations. Et pourquoi on parle de tout ça? Pour pouvoir vacciner, d'accord, on devra prendre en considération les mutations, les changements, d'accord, de souches virales au moins annuelles qui surviennent chaque année. Pourquoi? Parce qu'on dit que pour les pandémies, il faut avoir un nouveau sous-type pour pouvoir préparer le vaccin. Mais pour le reste, chaque année, on va avoir, sous l'effet de glissement antigénique, des modifications mineures, de nouvelles variants, de nouveaux variants. Ce n'est pas le sous-type de nouveaux variants, mais, d'accord, ce sont des nouveaux variants qui sont issus d'anciens qui ont muté. Et c'est pour ça que ces nouveaux variants doivent être annuellement incorporés dans la formulation vaccinale. C'est-à-dire que chaque année, d'accord, on change la formulation des vaccins. Pourquoi? Parce qu'on change les souches qui se trouvent à l'intérieur, et ceci est dû, d'accord, aux mutations annuelles et glissements antigéniques qui surviennent chaque année qui sont responsables d'épidémies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la souche vaccinale de 2018, d'accord, n'est pas la souche vaccinale de 2019. Pourquoi? Parce que pour l'instant, d'accord, la vaccination se fait chez nous à partir de octobre, entre octobre et février-mars. D'accord. Alors, et comment on reformule ces vaccins? C'est grâce à ce qu'on appelle un réseau mondial de surveillance épidémiologique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors je vous rappelle rapidement que, d'accord, il y a une différence d'épidémie par rapport aux saisons entre le nord et le sud. Alors, nous, on va voir la saison grippale entre octobre, par exemple, et mars. D'accord. C'est l'inverse pour l'hémisphère sud. Donc, l'hémisphère sud, ce sera entre mars et fin septembre. Alors, pourquoi on parle de tout ça? Pourquoi? Parce que les virus de la grippe donc, circulent dans la planète, d'accord. Et comme il y a ces modifications de saison, c'est que quand les virus se trouvent chez nous, dans l'hémisphère nord, d'accord, à la fin de la saison, il va y avoir, d'accord, le début de saison dans l'hémisphère sud, on prendra les souches de l'hémisphère nord, d'accord, on va les incorporer dans le vaccin pour l'hémisphère sud et inversement. Donc nous, quand on prend, par exemple, nous on se trouve dans l'hémisphère nord, donc quand on prend l'exemple par rapport à l'hémisphère sud, ils vont avoir les infections grippales entre, par exemple, mars, début mars et fin septembre. Et à ce moment-là, d'accord, il y a des centres de surveillance dans les quatre coins d'accord, du monde, d'accord, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont recueillir, d'accord, les souches virales. Notamment nous avons un centre de référence qui est régional, d'accord. Et ensuite, ces souches, d'accord, vont être envoyées à l'OMS, d'accord. L'OMS, qu'elle va faire? Elle va caractériser les souches d'un point de vue génétique. Ça veut dire on va séquencer les souches, détecter les mutations, d'accord, et on va prendre les souches qui présentent de nouvelles mutations qui peuvent être à l'origine d'épidémies. Et ces souches, d'accord, on va les donner aux firmes pharmaceutiques qui produisent les vaccins et on va les incorporer dans les vaccins. À ce moment-là, nous, début octobre, d'accord, mi-octobre, on va avoir la nouvelle formulation vaccinale. Pour l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Donc, eux, donc, ils vont avoir le vaccin
en mois de mars. Donc, il va y avoir les 5 ou 6 mois de circulation chez nous, etc. D'accord? Alors, pour cela, on va avoir des centres régionaux dans les pays, ce qu'on appelle les GROG, Groupe régional d'observation de la grippe, eux, d'accord, qui sont affiliés à un centre international, d'accord. Il y en a 4 centres mondiaux, d'accord, dans les 4 coins du monde entier. On va avoir Atlanta, les USA, Londres en Europe, on va voir Tokyo, d'accord, au Japon, et on va avoir Melbourne en Australie, parce qu'il faut avoir au niveau de l'hémisphère sud. Donc à ce moment-là, nous, par exemple, on est affilié à Londres, d'accord. À ce moment-là, les souches grippales, d'accord, qui sont caractérisées en Algérie, par exemple, on va les envoyer au centre européen qui, d'accord, lui, il va les transmettre, d'accord, à l'OMS, donc à Genève, au laboratoire central qui se trouve à Genève, d'accord. Donc les 4 centres mondiaux, Atlanta, Londres, Melbourne, Tokyo, etc., d'accord, vont recueillir les souches, d'accord, qui vont provenir des centres régionaux des pays, d'accord. Il y en a à peu près 180 centres dans le monde, à peu près dans 180 pays, d'accord. Et les 4 centres mondiaux vont les transmettre donc, au centre de référence international de l'OMS au niveau de Genève, et c'est là qu'on va faire la caractérisation des souches, d'accord, et leur incorporation dans le vaccin. Bon, là, un petit mot, bien sûr, sur la pandémie de 2009, d'accord, elle est reconnue par l'OMS, d'accord, triple combinaison, ça on l'a vu, d'accord, aviaire, humaine, porcine, etc. D'accord. Donc la pandémie qui n'a pas trop duré, ça a commencé en avril, d'accord, et ça s'est terminé en juillet, d'accord, ça n'a pas trop duré. Donc c'est pour ça qu'il y a une controverse entre les scientifiques, d'accord, par rapport à ça. Donc là, je vous rappelle rapidement, ça c'est par rapport au segment, d'accord. Donc PB1, PB2, ça c'était la structure, d'accord, les 8 segments. D'accord. Alors maintenant pour le diagnostic virologique, d'accord, 2 indications. Vous avez ce qu'on était en train de dire, la surveillance épidémiologique, d'accord, qui est importante d'abord d'un point de vue sanitaire. Est-ce qu'il y a une épidémie ou plusieurs épidémies qui se déclarent dans un pays, une région, un continent, etc. D'accord. Essayez de suivre ça. D'accord. Et surtout, la surveillance épidémiologique pour la formulation des vaccins, d'accord, qu'on va envoyer, donc les souches qu'on va envoyer au niveau du centre international ou au niveau de l'OMS à Genève. Et à côté, bien sûr, c'est l'indication devant, d'accord, une infection grippale, d'accord, mais en général, d'accord, en général, le diagnostic virologique devant une atteinte clinique, d'accord, n'est pas pratiqué, d'accord, en routine. Donc on le pratique s'il y a survenue d'une épidémie ou si d'accord, dans les populations à risque, là, on ne peut pas étiqueter une infection respiratoire sévère. Donc, en général, le diagnostic de la grippe est un diagnostic en général clinique, d'accord, qui n'exige pas un recours à un diagnostic virologique, un diagnostic de laboratoire spécialisé. Mais quand on a affaire à des populations à risque, voire à la survenue d'épidémies sévères ou à une atteinte sévère, respiratoire sévère qu'on ne peut pas étiqueter, à ce moment-là, le diagnostic virologique va s'imposer pour faire le diagnostic étiologique. S'agit-il d'une infection par le virus de la grippe, s'il y a des moyens de prévention à prendre en considération, ou d'une infection sévère qui est due à un autre virus respiratoire autre que la grippe. Donc, bien sûr, alors, le prélèvement de choix, d'accord, quand on peut le faire, c'est une aspiration nasopharyngée. Mais c'est un geste qui est spécialisé, qui va nécessiter, bien sûr, d'accord, des conditions de prélèvement particulières. Donc, à défaut, d'accord, on peut faire, d'accord, un écouvillonnage nasal ou nasopharyngé, c'est plus simple. D'accord. Et bien sûr, le mieux, c'est l'aspiration nasopharyngée. Pourquoi? Parce que l'écouvillonnage, d'accord, on va avoir 2 problèmes. Donc, on va avoir plus de risques, d'accord, d'avoir une contamination par la flore bactérienne commensale. Ça peut contaminer les cultures cellulaires, donc les systèmes cellulaires d'isolement, d'accord. Et à côté de ça, on peut avoir également, surtout pour les écouvillons en coton, on peut avoir même un rôle pour les écouvillons en coton inhibiteur, donc ça va peu diminuer la charge, la concentration des virus dans le prélèvement. À ce moment-là, on peut avoir des résultats faussement négatifs, d'accord. Mais c'est surtout par rapport à la contamination, par rapport à la flore commensale. Ensuite, pour les techniques diagnostiques. Alors, on anticipe un petit peu, bien sûr, donc les méthodes diagnostiques de façon globale, y compris par le virus grippal. Alors, sont soit des techniques de diagnostic direct, ça veut dire la détection des antigènes viraux, la culture cellulaire
ou la détection du génome par biologie moléculaire, soit le diagnostic indirect, c'est-à-dire la détection d'anticorps. Alors, si je commence un petit peu par ce dernier point, donc la recherche d'anticorps dans le cadre des virus de la grippe n'a aucun intérêt. D'accord. Pourquoi? Parce que la réponse en général, elle est retardée, elle est incomplète. Et on peut avoir des traces d'anticorps par rapport à d'anciennes infections virales. Et c'est pour ça que le diagnostic indirect sérologique par la détection d'anticorps ne joue aucun rôle. Donc, si on est amené à faire un diagnostic virologique d'infection grippale, ça va se faire par les méthodes de diagnostic direct. Et à ce moment-là, ça va être soit la détection des antigènes viraux, d'accord, soit la culture, l'isolement cellulaire en culture cellulaire ou en œuf de poule embryonné, soit la biologie moléculaire. Donc ça, c'est la première des choses. Alors maintenant, si on discutait un petit peu des techniques, ensuite, on va parler un petit peu des performances des techniques. Donc, premièrement, la détection des antigènes viraux, d'accord. Alors, 3 types de tests, soit la fluorescence directe, d'accord, donc à ce moment-là, un anticorps, d'accord, qui est marqué par une substance fluorescente et lecture dans un microscope à fluorescence, soit une technique immunoenzymatique, d'accord, soit un test qu'on appelle immunochromatographique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des bandelettes, d'accord, ce sont des bandelettes qui sont qui renferment, d'accord, un anticorps spécifique d'un antigène, d'accord, du virus grippal, et le contact entre le prélèvement, donc l'antigène viral et l'anticorps qui se trouve sur la bandelette va donner une petite bande, d'accord, colorée. D'accord, on va avoir une bande colorée. D'accord. Alors, maintenant, si on revient à comparer les 3 méthodes. Bien sûr, la fluorescence, d'accord, il faut avoir un microscope à fluorescence. Donc, c'est lourd, l'entretien, etc. Alors, pour la technique immunoenzymatique, c'est pareil. Technique immunoenzymatique, c'est qu'il faut avoir un spectrophotomètre. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser un anticorps qui est marqué par une enzyme. D'accord. On va rajouter le substrat, on va avoir une réaction colorimétrique et c'est l'intensité de la coloration qu'on va lire dans un spectrophotomètre. D'accord. Et ensuite, en général, les techniques immunoenzymatiques, en général, sont des techniques, d'accord, qui vont se pratiquer sur plaque ou sur au moins des barrettes de plaques. Ça veut dire que ce sont des techniques qui ne sont pas adaptées à des tests unitaires. Donc, si j'ai 2, 3 ou 4 prélèvements, d'accord, donc je vais gaspiller une barrette de 8, voire toute une plaque pour ça. D'accord, avec un temps de rendu de résultat de 2 à 3 heures en moyenne. À côté de ça, les techniques immunochromatographiques, d'accord, les bandelettes, d'accord, sont des techniques sur bandelettes, d'accord, sont des techniques qui sont très très rapides, un résultat en général de 20 minutes, entre 15 et 30 minutes en fonction des fabricants. En général, c'est 20 minutes, d'accord. Ce sont des tests unitaires, donc je peux pratiquer un test par patient, donc je ne vais pas gaspiller, avec un coût qui est moindre. Même si le coût, bon, j'ai pas le coût exact, va tourner autour, je crois, environ de 3 4 000 dinars, etc. D'accord, mais quand même, ça nécessite pas d'avoir un spectrophotomètre et d'entretenir, etc., les pannes, etc., ou un microscope à fluorescence, d'accord, qui est cher avec des réactifs aussi de fluorescence aussi qui sont assez chers. Avec des performances aussi qui sont très, très intéressantes. Et on estime la valeur prédictive positive des tests immunochromatographiques, d'accord, à pratiquement 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'accord, si on a affaire à un test qui est positif, on sait qu'on est à pratiquement 100% de cas, d'accord, lorsque bien sûr il n'y a pas de problème de kit, de réactif, etc., qu'on est devant une infection confirmée dans presque 100% des cas. Donc à l'inverse, en termes de sensibilité, ça veut dire en termes de faux négatifs, donc on peut avoir jusqu'à 2 tiers, d'accord, de 50 à 66% de faux négatifs à ce moment-là, d'accord, un résultat négatif est loin d'écarter la présence d'une infection antigrippale. À ce moment-là, faudrait confirmer. À côté de ça, d'accord, on peut faire une détection du génome viral directement sur prélèvement. D'accord, un isolement du virus sur culture cellulaire. D'accord, lignée cellulaire MDCK ou œuf de poule embryonné. D'accord, bien sûr. Alors, la détection du génome par RT-PCR, d'accord, c'est à peu près, quand on prend toutes les étapes extraction, amplification, donc c'est à peu près 3 heures. Donc, à peu près, c'est 3 heures, d'accord, de technique. Et vous voyez bien que pour l'isolement viral, d'accord, après inoculation, l'incubation, c'est de 2 jusqu'à 10 jours, avec une moyenne en général de 4 à 5 jours. Donc, c'est très, très long. D'accord. Donc, ça, c'est très, très long. Et en plus, bien sûr, il faut avoir un laboratoire qui est spécialisé. Donc, une culture cellulaire virale,
avec tout ce qui l'entoure, l'entretien, l'équipement, l'expertise, etc., ça coûte encore plus cher qu'une détection du gène viral par RT-PCR. Bon, si on estime un petit peu, je n'ai pas le coût exact, bon, à peu près, hein, une détection du génome viral par RT-PCR. RT, c'est pour rétrotranscription parce que c'est un génome à ARN, d'accord. Par RT-PCR, par technique d'amplification, d'accord. C'est à peu près, ça tourne autour à peu près de 10 à 15 000 dinars, à peu près, à 12, 15 000 dinars, etc. Mais si on compte l'isolement viral avec tout ce qui l'entoure, ça va coûter plus cher, d'accord. Avec une technique qui va nécessiter tout un laboratoire spécialisé, etc. Alors, maintenant, quand on prend les techniques, quand on fait la comparaison des techniques, bien sûr, la technique qui est adaptée aux petits laboratoires qui n'ont pas les moyens et pour un but diagnostic rapide, bien sûr, c'est la détection des antigènes viraux par technique immunochromatographique. D'accord. Sauf que cette technique, bon, c'est vrai qu'elle a l'avantage de déterminer le type A ou B pour tous les kits qui sont commercialisés, d'accord, mais on ne peut pas déterminer le sous-type viral, ni d'avoir la souche virale pour la caractériser, que ce soit en tel point de vue mutation, voir si on fait une étude pour la mise au point de nouveaux antiviraux antigrippaux ou pour détecter éventuellement une résistance aux traitements antiviraux, etc. D'accord. Donc, bien sûr, c'est pour ça qu'on dit que l'isolement viral, c'est la méthode de référence parce qu'elle permet d'avoir la souche avec toutes les manipulations qu'on peut faire sur la souche. D'accord. Donc, à ce moment-là, la caractérisation, ensuite, la caractérisation moléculaire. D'accord. Donc, à défaut, on peut faire de la biologie moléculaire directement à partir du prélèvement. À ce moment-là, aussi, d'accord, parce qu'il n'y a pas que la RT-PCR, on peut faire du séquençage à côté, d'accord, mais c'est surtout la RT-PCR directement. À ce moment-là, on va avoir le type, le sous-type, voire même, on peut avoir même de variants directement à partir du prélèvement. Donc, ça veut dire détecter, sans les prédire, les mutations qui sont déjà connues, donc les variants qui sont déjà connus. D'accord. Donc, c'est bien sûr beaucoup mieux que la détection des antigènes viraux où on va se limiter à dire on a affaire à un type A ou un type B. C'est déjà pas mal, d'accord. Confirmer l'infection grippale et dire qu'il s'agit d'un type A. Donc, bien sûr, l'isolement culture virale, d'accord, typage, sous-typage et tout ce qu'il y a, d'accord, parce qu'on peut faire le séquençage par les techniques de séquençage, etc. D'accord, caractérisation moléculaire de la souche, sur tous les plans, et production de vaccins. Bien sûr, la confirmation de l'infection, caractérisation et production de vaccins. Mais l'inconvénient majeur, on doit être dans un laboratoire hyper spécialisé, avec toute la lourdeur de la technique, d'accord, coût, risque de contamination des cultures, etc., etc., avec un délai de rendu de résultat qui est trop lent par rapport à la biologie moléculaire. On peut avoir un résultat la journée même, 3 à 4 heures maximum, et les tests immunochromatographiques, d'accord, en 15 à 20 minutes, d'accord, si on arrive à détecter un virus de type A ou B. Alors, quand on fait la culture cellulaire, d'accord, donc on a inoculé sur lignée ou sur œuf de poule embryonnée, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, d'accord. Après 2 à 15 jours, on va faire une détection, parce qu'il n'y a pas d'effet cytopathogène caractéristique avec le virus de la grippe. Donc, habituellement, d'accord, pour la culture virale, après un temps minimum d'incubation, 2 à 3 jours, donc en fonction des virus qu'on recherche, etc., on va aller jusqu'à, je ne sais pas, 7 jours, 10 jours, voire 15 jours pour certains virus. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des observations, d'accord, après par exemple 4 jours, 5 jours, etc. D'accord. On va faire des observations sous microscope, d'accord, en général à contraste de phase ou si on dispose, d'accord, pour essayer de voir ce qu'on appelle l'effet cytopathogène ou cytopathique, ça veut dire la modification de la morphologie des cellules inoculées qui est témoin de la réplication virale. C'est ce qu'on fait en généralement en virologie. Chose qu'on ne fait pas par exemple ici pour le virus grippal, d'accord, pour par exemple les lignes MDCK ou la même pour l'œuf de poule embryonné. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, sur ces lignes cellulaires, la multiplication des virus de la grippe ne donne pas de CP. Donc ça ne sert à rien de faire, d'accord, une observation au microscope à la recherche de l'effet cytopathogène, donc de la modification de la morphologie des cellules. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plusieurs séries et on va se limiter à intervalles, par exemple le deuxième jour, quatrième jour, cinquième jour, etc., à faire directement une détection des virus par une technique de détection virologique. D'accord? Et à ce moment-là, on va détecter la multiplication, la présence du virus, d'abord par une technique d'émagglutination. Ça veut dire que, donc on va rajouter, c'est pour ça qu'on va faire ça, par exemple, quand on va faire, par exemple, sur lignée MDCK, d'accord, on va faire, par exemple, plusieurs boîtes
ou si on travaille sur des systèmes à cupule de puits, d'accord, alors on va faire plusieurs rangées, d'accord, et on va tester en parallèle, d'accord, avec intervalle régulier de temps, des hématies pour rechercher ce qu'on appelle des hémagglutinations. On va rajouter par exemple les hématies de coq ou de dinde ou de cobaye, d'accord. Les hématies de cobaye donnent d'excellents résultats, d'accord. Et on va voir s'il y a une hémagglutination, d'accord. Donc s'il y a une hémagglutination, donc à l'œil nu bien sûr, donc on va rajouter des hématies. Et s'il y a, d'accord, formation d'agglutinins, c'est comme un groupage, d'accord, on va dire qu'il y a une hémagglutination positive. À ce moment-là, il y a des virus grippaux à l'intérieur. Donc, si on va avoir une sédimentation des hématies sans hémagglutination, à ce moment-là, on va dire que l'hémagglutination est négative. À ce moment-là, on n'a pas de virus grippaux à l'intérieur. Ça, c'est pour la détection. Alors ensuite, pour l'identification. Ça veut dire quoi l'identification? C'est la détermination du type et du sous-type. D'accord? À ce moment-là, d'accord, on va utiliser des sérums, on va faire appel à l'inhibition de l'hémagglutination. D'accord? Donc là, ce n'est pas l'hémagglutination, mais c'est l'inverse. On va utiliser une inhibition de l'hémagglutination, d'accord? On va rajouter les hématies, d'accord? Et on va rajouter donc, les mêmes hématies, d'accord? Coq, par exemple, le cobaye, les hématies de cobaye sont formidables, d'accord? Et à ce moment-là, on va rajouter autre chose, des sérums de référence anti-antigènes. Par exemple, on va dire, d'accord, sérum, par exemple, d'accord, H1, sérum anti-H2, sérum anti-H3, etc. On va essayer de bloquer les sites antigéniques. Et à ce moment-là, là où il y a inhibition de l'hémagglutination, parce qu'on a eu l'hémagglutination dans la première étape, d'accord, là où il y a inhibition de l'hémagglutination, ça ne dirait pas d'hémagglutination, c'est que l'antisérum a agi, ça veut dire qu'il a bloqué par exemple H1N1. Si ça hémagglutine avec H2 par exemple et H3, d'accord, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas pu le bloquer, d'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas de H2, il n'y a pas d'H3. Et si, d'accord, il y a une inhibition de l'hémagglutination, ça veut dire qu'on a pu masquer les sites antigéniques, d'accord? Ça veut dire qu'on a affaire, par exemple, à un H1, d'accord? Et à ce moment-là, on va déterminer le type et le sous-type, d'accord? Donc, directement sur la culture cellulaire, d'accord, on va déterminer le type et le sous-type, voire on peut même déterminer les variants. Mais en général, c'est ce qu'on fait par exemple à l'Institut Pasteur. Pourquoi? Parce que le diagnostic de l'infection grippale d'un point de vue culture cellulaire, même biologie moléculaire, en Algérie, se fait uniquement au niveau de le laboratoire virologique de la grippe qui se trouve au niveau de l'Institut Pasteur d'Alger. Donc, ils ont fait tout ça. Nous, quand on était résident, on a vu tout ça. D'accord? C'est très, très simple. D'accord? On fait une hémagglutination et ensuite, à l'aide d'antisérums inhibiteurs d'hémagglutine spécifiques et de neuraminidase aussi, d'accord, hémagglutine et neuraminidase, d'accord, on va avoir, d'accord, une inhibition de l'hémagglutination. À ce moment-là, d'accord, on va avoir H1N1, H3N2, H2N2, etc. D'accord, c'est très très simple par technique uniquement, d'accord, phénotypique, donc on n'a pas affaire ici à la biologie moléculaire. Comme on peut prendre directement la souche après une hémagglutination positive, d'accord, sans passer par l'inhibition de l'hémagglutination, d'accord, et directement, d'accord, dès qu'on confirme la présence de la multiplication virale, d'accord, on peut ne pas passer par l'inhibition de l'hémagglutination, mais en général, on ne le fait pas. On préfère passer déjà par l'inhibition de l'hémagglutination. On peut directement, après hémagglutination positive et confirmation de la présence ou la détection d'une souche grippale, passer, d'accord, directement à une biologie moléculaire sur les souches. De toutes les façons, lorsqu'on est dans un centre de référence qui fait de la biologie moléculaire, la RT-PCR, c'est-à-dire la détection par amplification, voire un séquençage, d'accord, on ne va pas se limiter à ça. D'accord? On va d'abord déterminer le type, le sous-type, rendre le résultat au clinicien, d'accord, à l'hôpital, au médecin qui a envahi les souches, et continuer les investigations sur le plan moléculaire, et ensuite, bien sûr, isoler, conserver la souche et l'envoyer au centre de référence pour aller à l'OMS. Bien sûr, la sérologie, d'accord, ça c'est pour un diagnostic rétrospectif, non pas le diagnostic rétrospectif de l'infection, mais c'est surtout peut-être dans un cadre d'épidémie d'essayer de voir le degré de la circulation du virus. D'accord? Par exemple, il y a eu une épidémie dans quelle région, dans telle région, d'accord, qui est due par exemple à un sous-type H3N2, nouveau variant, etc. On peut acheter, d'accord, les réactifs correspondants et essayer d'évaluer après l'épidémie, d'accord, à la fin de l'épidémie, à distance,
d'accord, parce qu'il faut attendre, d'accord, la production d'anticorps, etc., d'accord, le degré de circulation du virus par détection d'anticorps dans une cohorte de population. Alors, traitement, d'accord, donc en général, bien sûr, l'infection grippale est une infection, bien sûr, qui est due à un virus. Donc, à ce moment-là, on répète que devant une grippe, cela ne sert à rien, d'accord, de prendre un traitement antibiotique, puisqu'on a affaire à un virus et les antibiotiques sont inefficaces sur les virus. Ça, c'est la première remarque. Alors, deuxième remarque, c'est que même les molécules antivirales qui sont disponibles et efficaces, d'accord, on n'est pas obligé de les prendre, d'accord, sauf dans des situations particulières et dans des populations à risque. Donc, chez des personnes en général qui sont en bonne santé, qui n'ont pas un déficit immunitaire et qui n'ont pas, on va voir, des pathologies sous-jacentes qui sont graves, des infections cardio-respiratoires, etc. D'accord. Le traitement antiviral, d'accord, n'est pas obligatoire. Alors, quand il y a indication dans des populations à risque ou devant une épidémie sévère, d'accord, comme il y a eu l'épidémie de 2009, où on était obligé d'administrer chez certaines populations des molécules antivirales, alors on va avoir deux types de classes d'antiviraux qui sont efficaces sur les virus grippaux. Alors, soit on va voir les inhibiteurs de la protéine M2, d'accord. La protéine M2, d'accord, c'est une protéine qui se trouve au niveau de l'enveloppe, qui joue le rôle de canal ionique pour le transfert, etc. Ok. Alors à ce moment-là, c'est l'amantadine et la rimantadine, sauf que ce sont des molécules qui sont actives uniquement sur les virus de type A. D'accord. Pourquoi? Parce que les autres virus de type B ne renferment pas la protéine M2, mais une autre protéine, la CM2, etc., qui n'a pas la même structure. D'accord. Donc, amantadine et rimantadine sont inactifs. D'accord. Et ces molécules, d'accord, on ne les utilise pas actuellement. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent être avoir d'indications dans d'autres infections, etc., qui ne sont pas d'origine virale. Donc, actuellement, depuis des années, la découverte des inhibiteurs de la neuraminidase, d'accord, on préfère les inhibiteurs de la neuraminidase, d'accord, comme étant les antigrippaux majeurs. Et notamment, on va avoir l'oseltamivir, d'accord. Bon, le zanamivir, bon, c'est la même action qui n'est pas très utilisée. La dernière molécule, le péramivir, d'accord, qui est de découverte récente, d'accord, mais c'est surtout ce qu'on appelle l'oseltamivir, bon, le Tamiflu et le Princeps, etc., d'accord, qui est utilisé à but soit prophylactique, post-exposition dans les premières 48 heures, soit à but curatif, mais très rapidement après les premiers symptômes autour d'un cas index, d'accord, chez les personnes à risque qui ne sont pas vaccinées, etc. D'accord. Et c'est une formulation qui existe sous forme de comprimé ou gélule par voie orale, bien sûr aussi par voie intraveineuse. C'est la différence, par exemple, par rapport à la deuxième molécule, le zanamivir, par exemple, qui n'existe pas sous forme péros. D'accord. Existe uniquement sous forme intraveineuse. Donc, surtout, c'est la première molécule aux oseltamivir, d'accord, qui peut être utilisée. Alors, il y a des indications pour ça, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails pour les cliniciens, d'accord. Mais quand on les utilise, d'accord, ils doivent être prescrits dans les 48 heures qui suivent le début des signes cliniques. Après, ça n'a pas d'efficacité. Ça, c'est la première des choses. Il faudrait savoir que ce sont des molécules qui ne guérissent pas à 100%, mais leur rôle, d'accord, c'est de réduire la symptomatologie, d'accord, à la fois pour les complications chez le patient, donc c'est de réduire la durée des symptômes cliniques et de la chaîne respiratoire chez le patient, et de réduire la charge virale et le risque de transmission autour. Donc ça ne guérit pas rapidement, ça n'élimine pas le virus à 100%, mais ça va aider. D'accord. Ce n'est pas comme un antibiotique qui est efficace à 100% sur une bactérie qui va stériliser au bout, par exemple, de 2-3 jours en fonction de la bactérie, de l'antibiotique, etc. Donc, ça n'élimine pas à 100% le virus directement, mais ça va réduire au maximum la concentration des virus. D'accord. Je répète que la neuraminidase, d'accord, qui joue un rôle dans la libération des nouveaux variants, etc. Alors, à côté de ça, quand il n'y a pas d'indication pour la prévention, d'accord, pour la prévention, quand il n'y a pas d'indication d'administration d'antiviraux à titre prophylactique dans les populations à risque, d'accord, là, on va avoir deux choses. Bien sûr, principalement, dans les personnes exposées à risque, c'est la vaccination. Et bien sûr, durant une épidémie chez tout le monde, d'accord, dans la population générale de façon globale, c'est les mesures, d'accord, d'hygiène élémentaire. Donc là, il n'y a pas bien sûr de distanciation sociale pour l'instant, d'accord, mais c'est d'éviter tout contact direct avec une personne malade, donc si on peut bien sûr, avec surtout,
parce qu'on vous rappelle, d'accord, que les virus de la grippe se transmettent également par voie manuportée. C'est comme le coronavirus, d'accord, qui fait actuellement l'actualité, d'accord. On peut utiliser efficacement des antiseptiques ou une solution de gel hydroalcoolique, d'accord. À ce moment-là, on va arrêter la transmission manuportée du virus. D'accord. C'est vrai qu'on préconise l'utilisation de masques de protection respiratoire type masque chirurgical ou masque spécialisé, plus spécialisé, type FFP2, etc. D'accord. Mais en général, dans les populations comme les nôtres, on ne les utilise pas. Ce sont surtout les Asiatiques qui ont l'habitude de porter ça pendant les épidémies de virus grippal chez eux. Et si déjà euh, on arrive à éduquer la population concernant les virus de la grippe pour non pas une distanciation sociale comme pour le coronavirus, mais d'éviter, de limiter un contact direct avec bien sûr une hygiène des mains. Donc ça serait parfait. À ce moment-là, on va réduire au maximum le risque de transmission du virus. Alors pour les populations à risque, d'accord, les personnes à risque, donc les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes qui d'accord, présentent certaines morbidités, notamment les maladies cardiaques, d'accord, les atteintes respiratoires, le diabète, l'insuffisance rénale terminale, etc. Même pour le personnel de santé, etc. Et les grandes entreprises pour éviter, d'accord, les conséquences économiques et sociales là-dessus, d'accord, on peut, d'accord, se faire vacciner, d'accord, on peut se faire vacciner. Et le vaccin antigrippal, d'accord, est un vaccin qui est trivalent, d'accord. Et on a affaire à deux types de vaccins, soit un virus entier inactivé, d'accord, c'est-à-dire entier, c'est le virus entier inactivé par des procédures d'inactivation qui est directement incorporé dans la formulation vaccinale, soit c'est un virus qui a été inactivé, d'accord, qui a été ensuite, on a purifié les antigènes de surface, c'est-à-dire on a enlevé l'hémagglutine et la neuraminidase et on va uniquement incorporer l'hémagglutine et la neuraminidase des souches virales concernées dans le vaccin. Donc, soit uniquement les antigènes de surface, hémagglutine, neuraminidase dans le vaccin, soit c'est le vaccin entier inactivé, le virus entier inactivé, d'accord, qui est incorporé dans le vaccin. Et à ce moment-là, toutes les formulations vaccinales dans le monde entier, quel que soit, d'accord, le pays, quelle que soit la firme qui fabrique, 3 souches virales. Obligatoirement, 2 souches de type A, H1N1, notamment le H1N1 nouveau variant. D'accord. Il faut avoir une souche H1N1 nouveau variant, une souche H3N2 avec obligatoirement une autre souche de type B, d'accord, parce qu'on a eu quand même, d'accord, des épidémies parfois sévères avec certaines souches de type B, d'accord, qui sont sélectionnées. Ça veut dire la souche, d'accord, elle est sélectionnée, d'accord, elle est choisie chaque année en fonction des épidémies attendues, d'accord, c'est ce qu'on était en train d'expliquer, d'accord, ça veut dire en fonction des mutations qu'il y a eu annuellement, d'accord, et c'est pour ça qu'on dit que la reformulation, elle est annuelle, elle est obligatoire en fonction des choix transmis par l'OREP. Donc là, pour dire que ce ne sont pas les firmes pharmaceutiques qui produisent les vaccins qui déterminent la formulation du vaccin, la formulation annuelle du vaccin, mais c'est plutôt l'OMS. Ce qui va changer, bien sûr, c'est les coûts, la technologie, etc. Mais quelle que soit la firme, on a la même, d'un point de vue virologique, la même souche, les mêmes souches de type A qui présentent les mêmes mutations, d'accord, quelle que soit la firme ou le pays d'origine du vaccin. Et ceci est dû, bien sûr, au glissement antigénique, les mutations annuelles. Donc, bien sûr, étant donné qu'on a affaire à une vaccination par un vaccin à virus entier inactivé ou un vaccin sous-unitaire, ça veut dire un vaccin qui renferme uniquement les antigènes viraux, d'accord. Là, il n'y a pas de risque particulier, notamment chez certaines populations de patients immunodéprimés, etc., d'accord, parce qu'il s'agit de virus tués, inactivés, ou simplement de protéines antivirales, d'accord. La seule contre-indication majeure qui est connue, d'accord, et qui est signalé, qui doit être signalé au centre de vaccination, d'accord, au médecin qui fait la vaccination, c'est l'allergie aux protéines de l'œuf. Alors, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? On va essayer de lire les questions.
Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions? Alors, quelle est la différence? Bon, alors je vais essayer de lire un petit peu les questions. Alors, quelle est la différence entre H1N1 et H3N2 d'un point de vue clinique? Alors oui, ça c'est une question pertinente. Et là, j'ai oublié aucune sur le plan clinique. Alors pour l'instant, d'accord, on n'a pas mis en évidence, d'accord, une virulence particulière par rapport au sous-type viral. Est-ce que H1N1 est plus virulent ou plus grave que H3N2 ou H2N2? Pour l'instant, d'accord, on n'a pas mis en évidence ceci. D'accord? Alors, laissez-moi le temps de lire un petit peu les questions. Alors, je vais essayer de revoir les questions, s'il vous plaît. Alors, je vais agrandir, comme ça, je vais être plus à l'aise. Alors, c'est la différence des souches. Oui, alors la différence entre H1, N1, H3, N2 d'un point de vue virologique, oui, il y a une différence de structure. Et quand on parle de différence de structure, ça veut dire quoi? Quand il y a une différence de structure, d'accord, la mémoire immunologique, ça veut dire les anticorps qu'on produit, le système immunitaire, ça ne sera pas les mêmes anticorps. C'est ce qui fait la différence. D'accord? Vous me dites, monsieur, d'un point de vue clinique, pour l'instant, il n'y a pas une différence entre H1N1, H2N2, H3N2. Oui, mais d'un point de vue immunologique, d'accord, il y a toute la différence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a affaire à une nouvelle souche ou un nouveau variant, d'accord, si on ne met pas, par exemple, dans le vaccin H3N2, on met uniquement du H1N1, donc la mémoire immunologique après la vaccination va reconnaître, d'accord, elle va produire des anticorps uniquement contre H1N1. Et à ce moment-là, si on va avoir affaire à H3N2, on va avoir des infections qui sont vraiment sévères, surtout chez les populations à risque. Donc, cette différence au niveau de structure, d'accord, va impacter la réaction du système immunitaire. À ce moment-là, on peut avoir chez les populations à risque une infection qui est sévère. Donc, d'un point de vue immunologique, c'est très important cette différence entre les virus. Bon, d'un point de vue clinique. Alors, pourquoi la sérologie est inutile? Alors, très très simple. Alors, la sérologie est inutile parce que d'abord, quand on fait une infection grippale, d'accord, l'objectif, si on a affaire, parce que je vous ai dit tout à l'heure, le diagnostic virologique chez les populations qui ne sont pas à risque ou quand il n'y a pas une grande épidémie d'envergure, etc., n'est pas obligatoire. En général, vous partez chez un médecin ou même à la maison, on vous dit que vous avez la grippe, d'accord, vous ne faites pas un diagnostic virologique. Maintenant, quand on est amené à faire un diagnostic virologique, le diagnostic virologique, c'est un diagnostic d'urgence. Si on a affaire à un test immunochromatographique, si on a un test immunochromatographique ou une RT-PCR, c'est la journée même, voire même une culture virale, c'est après 2 à 10 jours, avec une moyenne de 4 à 5 jours. Alors, pour la sérologie, d'abord, d'accord, le diagnostic n'est pas rapide. Donc, il faut avoir 7 à 8 jours d'abord pour avoir les IgM, ensuite les IgG. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, d'accord, pour l'instant, tous les kits qui ont été développés, donc on a vu qu'il y avait des réactions, d'accord, il y avait des traces sérologiques, ça veut dire des anticorps d'anciennes infections grippales, d'accord, et on pouvait avoir des réactions croisées avec d'autres virus respiratoires. À ce moment-là, on peut avoir des réactions faussement positives en faisant une recherche d'anticorps. C'est pour ça que la sérologie, d'un point de vue temps et d'un point de vue performance diagnostique, d'accord, peut nous induire en erreur. C'est pour ça que la sérologie, elle est inutile devant une infection aiguë évolutive en cours. Alors pour les diapos, bon, c'est la même chose que vous avez sur le document Word. D'accord? Donc à ce moment-là, les diapos, je les garde pour moi, s'il vous plaît. Ah oui, on ne s'attarde pas sur le pouvoir pathogène. Ah oui, vous avez raison. Alors, oui, on est passé rapidement sur le pouvoir pathogène. Oui, alors le pouvoir pathogène de l'infection grippale, bon, là, j'ai oublié de le dire, mais c'est très important de le signaler. D'accord? Ça, vous le connaissez, mais bien sûr, il faut le rappeler. Donc, je vous rappelle rapidement que l'infection grippale, c'est surtout une infection des voies respiratoires inférieures et non pas supérieures, même si on a bien sûr des écoulements, etc. D'accord? Donc, ça commence bien sûr après une incubation de 2 jours minimum, de 2 à 10 jours, d'accord, avec une moyenne de 4 à 5 jours, d'accord. Alors, vous allez avoir bien sûr les premiers signes, les céphalées, les myalgies, les douleurs musculaires, etc. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, vous allez avoir l'irritation de la gorge et ensuite, vous allez avoir l'écoulement.
Et ensuite, bien sûr, vous allez avoir l'écoulement, d'accord? Donc, je vous rappelle, bon, la fièvre, bien sûr. Alors, l'infection grippale en tant que telle, d'accord, ne donne pas de toux. Donc, en général, si on a affaire à une toux, c'est qu'il y a soit une co-infection par de virus, soit on peut avoir une surinfection bactérienne. En général, ça survient chez les malades immunodéprimés qui ont un facteur à risque, etc., qui ont des pathologies pulmonaires en parallèle, les asthmatiques, etc. Donc, l'infection grippale va se limiter pendant la phase d'état à des écoulements, une irritation de la gorge, bien sûr, à des maux de tête, etc., au début, la fièvre, etc. Mais on peut avoir des complications chez les personnes à risque, notamment des surinfections virales et surtout des surinfections bactériennes. D'accord? Donc, en général, la grippe est une infection bénigne, mais si on a affaire à une co-infection par des virus, notamment le virus respiratoire syncytial, etc., qui peuvent être des pneumopathies sévères, d'accord? On peut avoir, ou d'autres bactéries qui donnent des pneumopathies, on peut avoir des complications pulmonaires, voire détresse respiratoire, réanimation, etc. Et ça peut survenir chez les personnes âgées et les personnes qui sont gravement malades, les insuffisants respiratoires terminaux, etc. C'est pour ça qu'on doit faire vacciner chez ces patients. Alors, c'est quoi la différence entre glissement et réassortiment antigénique? Alors, le glissement est une mutation qui concerne 1 à 2, 3 bases maximum. Alors, quand on parle de réassortiment, c'est quoi? C'est le remplacement de tout un segment, ça veut dire 50, 100, 200 bases, tout un segment, ça veut dire un fragment de gène, par un autre fragment qui provient, d'accord, d'un autre virus grippal. Parce que quand on parle de glissement, la mutation, elle est interne, d'accord? C'est une mutation qui se produit au sein du même virus lui-même. Donc, il n'y a pas une partie, même une base, qui provient d'un autre virus grippal, qui soit humain ou qui soit animal, aviaire ou porcin. Quand on parle de réassortiment, c'est le remplacement d'un fragment plus important de 50 à environ 200 paires de bases. C'est très important, d'accord? C'est tout un fragment qui va être remplacé par un autre fragment et qui provient soit d'un autre virus humain, soit en général, c'est un autre virus, soit aviaire, soit porcin pour l'instant. D'accord? C'est ce qu'on appelle une recombinaison génétique ou un réassortiment. Alors, je n'ai pas compris le protocole de l'hémagglutation, c'est très très simple. Alors, comme le nom l'indique, c'est hémagglutination, agglutination d'hématies. Alors, quand on fait la culture virale, d'accord, on va faire par exemple, on va travailler par exemple soit dans des boîtes, soit en général dans des plaques avec puits. D'accord, c'est une plaque avec des cupules, avec des puits, d'accord. Et qu'est-ce qu'on va faire, d'accord? Après incubation, comme le virus grippal ne donne pas de CP, on va le détecter par hémagglutination, on va ramener des hématies. Alors, il y a quoi dans la cupule? D'accord? Il y a la culture cellulaire. Pourquoi? Parce que la culture cellulaire, c'est une forme liquide, c'est pas un solide. D'accord? C'est pas un tissu solide. Donc, il y a quoi dans la cupule? Il y a un volume de liquide qui renferme, d'accord, les cellules, auxquelles on a rajouté le premier jour le prélèvement. Donc, on a affaire à une aspiration nasopharyngée. C'est un prélèvement qui est liquide, qu'on va humidifier, d'accord, ou la liquéfier ensuite en utilisant une solution spéciale, etc. Donc, on a affaire à un prélèvement qui est liquide, d'accord, qui est inoculé dans des cellules, dans un système cellulaire, d'accord, qui est lui aussi liquide, d'accord. Après, par exemple, 3 à 4 jours d'incubation, d'accord, on va tirer, par exemple, la plaque et dans une rangée, par exemple, on va rajouter, d'accord, des hématies, par exemple, de coq ou de cobaye, en général, soit coq, soit cobaye, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? C'est comme l'agglutination dans le groupage, on va voir quand on va rajouter les hématies à une quantité qui est définie, est-ce qu'il y a à l'œil nu une agglutination ou pas? D'accord? Ça se voit. C'est quand vous faites le groupage sanguin. Si on voit qu'il y a une hémagglutination à l'œil nu, ça veut dire agglutination, d'accord? Ça veut dire formation d'agglutinat. On dit que c'est une hémagglutination positive. Ça veut dire qu'il y a présence d'un virus qui est grippal, d'accord? Ou en tout cas un virus qui est hémagglutinant. Alors, s'il n'y a pas d'hémagglutination, quand on rajoute les hématies, on ne voit pas d'agglutination à l'œil nu, on dit que, d'accord, hémagglutination négative, d'accord? Et à ce moment-là, on dit qu'il n'y a pas de virus grippal. Pourquoi? Parce que le virus grippal est un virus hémagglutinant par la présence de l'hémagglutinine. Alors, est-ce que les inhibiteurs de la neuraminidase sont prescrits uniquement aux sujets à risque? Non. Non, mais ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que vaut mieux faire l'infection grippale et avoir une immunité naturelle. D'accord?
acheter des antigrippaux, etc. Non. Mais, c'est-à-dire, il n'y a pas d'indication formelle pour dire que non, il ne faut pas les prescrire chez les sujets qui ne sont pas à risque. Mais ça ne sert à rien de les prescrire chez les sujets qui ne sont pas à risque, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est un coût élevé, etc. Donc, ça ne sert à rien du tout, d'accord? Donc, il n'y a pas une interdiction formelle, d'accord? Comme il n'y a pas une indication aussi formelle pour dire que chez toute personne grippale, pendant les premières 48 heures, il faut traiter par les inhibiteurs de neuraminidase. Alors, pourquoi utiliser la culture cellulaire puisqu'elle est longue et une simple grippe ne dure pas longtemps? Alors, pourquoi utiliser la culture cellulaire? Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir la souche grippale. Alors, si on suppose qu'on n'est pas devant une épidémie grippale d'ampleur, il n'y a pas de morbidité, de mortalité, etc. Mais il faut avoir les souches grippales, d'accord, pour la fabrication du vaccin. D'accord? Donc, à ce moment-là, la culture cellulaire dans les centres de référence, elle est obligatoire pour avoir la souche pour étudier le virus d'un point de vue virologique. D'abord, pour faire le vaccin annuel et ensuite pour découvrir s'il y a une nouvelle souche pour ne pas passer à côté. Peut-être qu'il y a la circulation d'une nouvelle souche ou d'un nouveau variant qui peut poser des problèmes. Donc, dans tous les cas, même si on n'a pas affaire à une grande épidémie d'ampleur, d'accord, il faut au moins, chez au moins un centre de référence national, avoir quelques souches grippales entre octobre et mars, c'est la période d'infection grippale chez nous, par exemple, dans le pays de l'hémisphère nord, pour caractériser, pour faire le vaccin et étudier d'un point de vue épidémiologique les souches grippales. Est-ce que le type B subit annuellement des mutations de même fréquence que le type A? Non. Les mutations ne sont pas annuellement obligatoires chez le type B. D'accord? Oui, le type B aussi est concerné par les mutations, mais elles ne sont pas annuellement obligatoires. Donc, on peut avoir des années où on va avoir des mutations chez le type B et des années où on n'en a pas. Pourquoi? Parce que ce sont des virus qui sont minoritaires d'un point de vue d'accord, fréquence et distribution. Oui, mais on peut avoir des mutations, mais pas annuelles, d'accord? Mais quand on isole des virus de type B dans les centres de référence, c'est la même chose, d'accord? On les envoie, d'accord? Et on les étudie. S'il y a de nouvelles mutations, on va les incorporer dans le vaccin, d'accord? Alors moi, personnellement, après chaque grippe, j'avais une angine. Vous me conseillez de faire un vaccin. Alors, d'abord, je ne suis pas un spécialiste en épidémiologie, d'accord, ou en maladies infectieuses. Mais mon avis personnel, d'accord, pour la vaccination, etc., pour l'indication de la vaccination, mais d'après les connaissances et mon avis personnel, d'accord, alors l'angine n'a rien à voir avec la grippe. Ça, c'est la première des choses, d'accord. Et maintenant, si vous ne faites pas partie d'une population à risque, d'accord, ça, c'est un choix qui est personnel. D'accord. Alors moi, personnellement, alors actuellement, je ne présente pas une morbidité particulière pour avoir une indication obligatoire d'une vaccination. Mais malgré cela, je me fais vacciner depuis quelques années et personnellement, je suis assez satisfait par rapport à la qualité de la vaccination. Donc j'avais remarqué, d'accord, donc ça je le vis chaque année quand je me suis vacciné, d'accord, que je faisais une infection grippale qui est bénigne. Alors ça c'est très important de rappeler parce que je ne l'ai pas dit. Alors le vaccin n'empêche pas la survenue d'une infection grippale, d'accord. Donc, mais on va avoir une grippe qui va être modérée. D'accord. Au lieu d'avoir, par exemple, une grippe qui va durer une semaine, 10 jours, avec une gêne respiratoire majeure, un écoulement qui va durer dans le temps, on va avoir, d'accord, une grippe qui est mineure d'un point de vue symptomatologie et d'un point de vue durée dans le temps. Donc, 3 jours, avec des symptômes qui sont mineurs. D'accord. Alors, toujours est-il, bien sûr, il faudrait que la personne qui est vaccinée ait quand même un système immunitaire qui est efficace. Parce que si on a affaire à un système immunitaire qui est défaillant d'un point de vue immunité humorale, production d'anticorps, donc c'est normal qu'on va avoir, après vaccination, l'inefficacité au moins partielle du vaccin. Alors c'est vrai que le vaccin provoque une diminution d'immunité chez l'immunocompétent. Alors il y a une personne qui pose une question, est-ce que c'est vrai que le vaccin provoque une diminution de l'immunité chez l'immunocompétent? Moi, je n'en ai pas entendu parler, d'accord. J'ai pas lu ça, je vais essayer de le vérifier. D'accord, ça, je ne l'ai pas lu. D'accord, le vaccin antigrippal qui diminue l'immunité chez l'immunocompétent. Moi, je ne l'ai pas lu. D'accord, à ma connaissance, d'accord, il n'y a aucun effet
négatif chez les personnes en bonne santé par rapport à une diminution de l'immunité, d'accord, après vaccination antigrippale. Donc ça, je ne l'ai pas lu. Allô, est-ce que vous êtes là? euh, Alors, merci et bonne journée. Est-ce que vous me confirmez que je peux partir? D'accord. Ah, merci pour la personne qui m'a écrite. Superbe présentation. Bon, merci. On essaie de faire de notre mieux. Je ne sais pas, ça sera pour quand le prochain cours, mais prochain cours, normalement, ça sera coronaviridé, d'accord? Et à ce moment-là, on va parler de l'actualité du moment. D'ailleurs, pourquoi on fait le cours de cette façon, d'accord? C'est à cause du SARS-CoV-2, donc du Covid-19, d'accord? C'est pour ça que vous êtes confinés, qu'on est tous confinés à la maison, en tout cas pour les gens qui sont confinés à la maison. Pourquoi? Parce que nous, on fait le diagnostic virologique au niveau de l'hôpital, d'accord? Prochaine séance, je ne sais pas quand, je vais vérifier auprès de l'administration. Prochaine séance, ça sera SARS-CoV-2, Covid-19. Et certainement, vous allez avoir pas mal de questions à poser, que ce soit d'un point de vue virologique, d'accord? Non, c'est pas fait cours Covid-19, c'est pas fait normalement. Non, d'accord? Il y a une personne qui a écrit cours Covid, c'est fait normalement? Non, d'accord? Non, ça n'a pas été fait, d'accord? Ça sera... non, pas uniquement, d'accord? Spécialement 19, non, pas uniquement, on fera les coronaviridés. D'accord? Non, pas encore, oui. D'accord? On fera un cours sur les coronaviridés, mais bien sûr, quand on parle de coronaviridés, d'accord, on parlera particulièrement, mais pas uniquement, bien sûr, on parlera de la famille des coronaviridés et particulièrement de l'actualité de la pandémie actuelle, d'accord? Ok, donc ça, c'est une pandémie qui est quand même assimilée à la pandémie de 1918 concernant le virus de la grippe. Hein, d'accord, on a quelque chose d'assez nouveau. C'est la première fois que le monde entier vit une vraie pandémie infectieuse, d'accord, avec toutes les catastrophes à la fois sanitaires, économiques et sociales que vous voyez et qu'on vit actuellement. Alors, sur quoi on se base dans ce cours? Alors, dans ce cours, vous parlez de la grippe. Alors, bon, alors sur quoi on se base sur ce cours, hein? Bon, je ne me suis pas étalé sur les indications des antiviraux, sur bon, la clinique. Bon, vous avez la clinique sur le document Word, bien sûr, d'accord. Bon, bien sûr, tout ce qui est virologique, hein, diagnostic avec tout ce qui est intérêt et différence par rapport aux techniques, d'accord. Et bien sûr, la structure du virus, hein, d'accord. Nous, la clinique, c'est quand il y a des trucs particuliers. Bien sûr, il faudrait avoir quand même des notions sur l'infection grippale d'un point de vue clinique, mais c'est surtout la structure du virus, la variabilité génétique du virus, bien sûr, et le diagnostic virologique, hein, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord, je suis toujours là, d'accord. Je suis dans l'obligation de rester en tout cas pour quelques minutes. Hein. Je suis toujours là. Bon, alors moi, c'est moi qui vais poser la question. Alors, est-ce que vous avez compris? D'accord? Est-ce que vous avez compris? Ok. Alors, je vous remercie pour votre présence. Hein. Alors, il y a une personne qui m'écrit merci pour les efforts. Oui, alors c'est réconfortant. Alors, la relation entre la grippe et l'eau froide. Rien. Rien sauf que, alors, et l'eau froide, sauf que quand on, par exemple, on prend une douche, on expose au froid, etc., euh, ça diminue quand même la réponse du système immunitaire quand on est confronté à un virus respiratoire, notamment la grippe. Et à ce moment-là, ça va favoriser la pénétration, etc. Donc, en fait, c'est dû
Alors, relation système immunitaire, infection respiratoire. D'accord? Pas directement au virus, mais c'est surtout système immunitaire, infection respiratoire. Alors, il y a une personne qui pose la question, s'il vous plaît, euh, quelle est la différence entre la grippe causée par les orthos et les paramyxos? Alors, première question que je vais poser, est-ce que vous avez fait les paramyxos d'abord? Est-ce que vous avez fait les paramyxoviridés? Oui, mais dans les paramyxoviridés, il n'y a pas de virus grippaux. Alors, dans les paramyxoviridés, d'accord, vous avez d'autres virus. Alors là, d'accord, on a affaire à une autre famille. D'accord. Alors, vous avez dans les paramyxoviridés, je résume rapidement, bon, vous avez des virus qui donnent des maladies d'enfance, oréon, rougeole, etc. Bon, là, ce sont des maladies éruptives cutanées. Je ne parle pas de ça. Vous parlez de virus qui donnent des infections respiratoires. Par exemple, les para-influenza virus, le métapneumovirus, le virus respiratoire syncytial, etc. Alors, ce sont des virus, d'accord, qui sont complètement différents. D'abord parce qu'ils appartiennent à des familles différentes, parce qu'on n'a pas le même impact que la grippe, à part le virus respiratoire syncytial qui peut donner des pneumopathies sévères chez les nourrissons. Les autres virus en général, pour les para-influenzés, d'accord, ce sont des virus qui sont moins sévères que la grippe. Première des choses, qui ne donnent pas d'épidémie annuelle, bon, qui revient chaque année, c'est vrai, mais pas comme la grippe, qui ne sont pas concernés par les mutations pour l'instant annuelles, d'accord, qui n'ont pas de pandémie. D'accord. Donc, d'un point de vue impact clinique et santé publique, si on exclut le virus respiratoire syncytial qui pose quand même un problème, d'accord, les autres virus, en général, ne posent pas autant de problèmes. Il y en a d'autres, par exemple, comme les virus, les Henipavirus, si vous avez fait ça, le virus Hendra, Nipah, etc., qui sont localisés dans d'autres régions du monde, qui sont dus à des contacts avec, par exemple, les chevaux, etc., d'accord, qui n'existent pas pour l'instant chez nous, d'accord, qui sont des virus qui sont assez sévères parmi les paramyxoviridés, d'accord, mais ça n'a pas le même impact d'un point de vue planétaire. D'accord. Donc la grippe, ça concerne le monde entier de la même façon avec l'histoire de mutation. Donc, pour l'instant, les paramyxoviridés, d'accord, ne causent pas un problème aussi large de santé publique que les virus de la grippe. Mettons d'un point de vue virologique, ça vous l'avez vu, pas les mêmes virus, pas le même technique diagnostique, etc., pas le même traitement, etc. Alors, quelle est la méthode de référence de diagnostic? Alors, la méthode de référence de diagnostic, ça on l'a dit, d'accord, c'est la culture virale. Pourquoi? Parce qu'elle permet, d'accord, d'avoir l'agent vivant. Et à ce moment-là, le caractériser d'un point de vue virologique au complet. D'accord. Déterminer le sous-type viral, d'accord, et avoir surtout la souche virale. On peut faire la biologie moléculaire, elle est plus rapide la journée même, qui permet aussi de déterminer le type et le sous-type virus de type A, H1N1 par exemple, mais qui ne permet pas d'avoir le virus pour l'étudier. Vaccin, mutation, antiviraux, séquençage, circulation, etc. Donc on répète, la méthode de référence, c'est l'isolement du virus en culture cellulaire ou bien sûr en œuf de poule, c'est-à-dire soit l'isolement cellulaire, d'accord, soit l'œuf de poule, d'accord, soit la lignée de rein de chien MDCK, d'accord. Et si on penserait un virus peut-être d'origine aviaire, un H5N1 qui cause une infection chez l'homme, le mieux c'est d'avoir l'œuf de poule. Mais dans un laboratoire de référence, le mieux c'est de faire les deux, d'accord, faire les lignées de rein de singe et en parallèle faire l'œuf de poule embryonnaire. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis toujours là. Allô? Bon courage au labo face au Covid. Oui, oui, merci. Alors, merci pour la personne qui nous encourage. Bon, ça fait partie de notre boulot, mais bon, merci, merci. Je suis toujours là pour les gens qui veulent poser des questions.
Alors, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que le son revient? Est-ce que le son revient? Alors, il y a une personne qui m'a posé une question. D'accord. Il y a une personne qui m'a posé une question pour le H2N2. Est-ce que le H3N2 résulte de son glissement? Ce n'est pas un glissement, c'est une cassure. D'accord? C'est une cassure. Et d'ailleurs, depuis le temps, on caractérise très peu le H2N2. D'accord? On caractérise le H1N1, le H3N2. Ce n'est pas un glissement, mais c'est plutôt une cassure. Ça veut dire un changement de tout un segment. D'accord? Ce n'est pas un glissement, donc c'est une cassure. Quand on parle de glissement, on parle de variants. D'accord? Donc, je n'ai pas voulu trop rentrer dans les détails. Les variants, d'accord, on les surnomme par rapport à des codes, à des chiffres. Numéro, par exemple, 1300, 13 000, etc. etc. D'accord? Donc, vous avez les types A, le sous-type H et N, et les variants, en général, c'est par rapport à des chiffres. Donc, je n'ai pas voulu trop rentrer dans les détails, etc. D'accord? Bon. Alors, est-ce que vous me libérez? Est-ce que je peux partir? En plus, je crois que vous avez cours dans 10 minutes. Hein. Je crois que vous avez cours dans 10 minutes. Ok. Bon, c'est moi qui vous remercie. Et si vous avez des questions, essayez de lire le cours. Et si vous avez des questions la prochaine fois, bon, vous pouvez me poser des questions même sur le cours de la grippe. Hein. Bon, je vous remercie pour votre effort, bien sûr, et pour les questions qui étaient vraiment pertinentes.